Bonjour tout le monde. D'accord. Alors, l'idée, c'est de vous parler des AVC aujourd'hui. Alors, parce qu'il y en a beaucoup, c'est 150 000 personnes victimes d'AVC par an, 30 000 décès. Troisième cause de mortalité chez l'homme et deuxième chez la femme et première cause de handicap. Le docteur Morin qui me perturbe. Et puis surtout qu'il y a 2 tiers des patients qui sont pris en charge en UNV et ce n'est pas de cela que je vais vous en parler, parce que la thrombolyse, on a beaucoup entendu parler, ils sont récupérés par le SAMU, par les pompiers, amenés en UNV. Et puis voilà, ce que je veux vous parler, c'est des 50 000 personnes qui sont victimes d'AVC et que vous les voyez en consultation peut-être chez vous et que nous, on les voit derrière, ceux qui ont un peu plus de chance. Alors, donc, il s'agit des accidents ischémiques transitoires. Donc, avant, il y a quelques années, il y a 20 ans, quand les UNV ont été formés, les AIT étaient pris facilement dans les UNV, ce qui n'est plus le cas actuellement, faute de moyens. Donc, il y a le principe de SOS AIT ou de clinique AIT qui avait été proposé il y a quelques années avec un premier centre ouvert à Bichat. Il n'y a pas eu derrière beaucoup de centres ouverts et puis surtout qui sont souvent attachés aux UNV et que ça pose les mêmes problèmes que pour les petits AVC. Alors, il y a les AVC mineurs ou régressifs, les AVC silencieux qui sont découverts de façon complètement fortuite et puis les AVC négligés pour lesquels les patients ne s'en préoccupent pas trop et viennent vous parler parce qu'ils ont mal à la gorge et entre autres, ils vous disent qu'ils ont un engourdissement du bras depuis quelques jours. Alors, un petit peu de définition. Un accident ischémique transitoire, c'est un déficit neurologique régressif qui a un rapport avec une ischémie cérébrale ou rétinienne, puisque les CMT, les cécités monoculaires transitoires, sont considérées comme des AIT, mais il n'y a pas de nécrose tissulaire. C'est-à-dire que si on fait une IRM cérébrale, il n'y aura pas de traces. Les AVC régressifs, c'est le même déficit que pour les AIT qui régressent dans moins de 24 heures, mais lui, par contre, il laisse des traces à l'IRM cérébrale. Les AVC mineurs, ce sont des accidents vasculaires cérébraux avec des symptômes neurologiques qui sont très peu invalidants ou qui sont atypiques. Et puis les AVC silencieux, ceux qui sont très asymptomatiques et ça concerne entre 8 et 28% de la population, surtout après l'âge de 75 ans. Alors, pourquoi c'est urgent de les prendre en charge et de s'en occuper? Parce qu'on sait qu'il y a un risque majoré de récidive après un premier AVC ou un AIT qui est d'environ 10% à 3 mois et puis surtout que la moitié d'entre eux récidivent dans les 48 premières heures. Allez, un petit peu d'animation. Alors, comment savoir si le patient qui vient vous voir en consultation, est-ce qu'il est à risque de récidive ou pas? Il y a des scores qui ont été développés. Et le score le plus connu, c'est le score ABCD2 qui est assez simple à faire. Donc, c'est sur 5 critères. L'âge, la tension artérielle, la présentation clinique, la durée des symptômes et le fait que le patient soit diabétique ou pas. Donc, on cote des points pour chaque de ces critères. Et le total maximum, c'est à 7. Et on peut évaluer le risque en fonction du score total qui va être présenté par le patient. Donc, par exemple, un patient qui a 58 ans, qui n'est pas hypertendu, qui n'est pas diabétique, qui a présenté un petit déficit sensitif qui a duré moins de 5 minutes. Donc, on sait qu'a priori, il n'est pas très à risque de récidive dans les 48 heures. Donc, il faut quand même faire le bilan assez rapidement, mais voilà, on peut ne pas l'envoyer aux urgences tout de suite. Par contre, quelqu'un qui a 65 ans, qui a diabétique hypertendu, qui a fait un déficit moteur, même si ça a duré 10 minutes, il faut quand même l'envoyer aux urgences pour qu'il puisse bénéficier d'un bilan rapide et d'une prise en charge rapide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aux urgences? D'abord, une IRM cérébrale, une imagerie avec des séquences de diffusion en coefficient ADC, en flair. Enfin, après, c'est des questions techniques. Pourquoi? Parce qu'on sait que le profil de l'imagerie cérébrale, c'est un facteur prédictif aussi pour la récidive. Donc là, par exemple, vous avez 2 patients qui ont présenté un déficit sensitif de l'hémicorps droit, l'autre à gauche. Voici l'imagerie cérébrale. Donc, si ces patients venaient en même temps, donc on sait que c'est lui qui a une lacune, je ne sais pas si on peut mettre, ouais. C'est lui qui a une lacune thalamique ici, il est à moins à risque de récidiver. Donc, on va quand même le traiter, le prendre en charge en urgence, mais par rapport au bilan éthologique réalisé, on va plutôt se concentrer sur cette personne-là parce qu'un profil avec des infarctus punctiformes comme ça dans un territoire artériel, il est beaucoup plus à risque de récidiver sur versant d'infarctus territorial massif. Et on va les faire, dans ce cas,
un bilan artériel avec un échodoppler et un angioscanner à la recherche d'une sténose soit carotidien, soit des artères intracrâniennes, et bien sûr un ECG à la recherche d'un trouble du rythme paroxystique ou permanent. Alors, pour ce qui est de la prise en charge thérapeutique, les cardiologues, ils sont actuellement très sur le principe du DAPT, d'une double intégration plaquettaire pour un peu pour tout. Et ben, les neurologues vasculaires, nous, on fait pareil. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs études qui ont étudié la double intégration plaquettaire sans ou avec une dose de charge dans les 24 premières heures sur des infarctus qui ne relèvent pas de la thrombolyse ou d'autres actes spécifiques. Et en fait, on sait maintenant que si on met l'aspégique avec le Plavix, et encore si on met le Plavix à dose de charge, ben, les taux de récidive sont beaucoup moins importants dans les 48 premières heures après un infarctus cérébral mineur ou un AIT. Suivi après par une double intégration plaquettaire de 21 jours, après un passage à un traitement intégrant plaquettaire simple. Pourquoi 21 jours? Parce que après on augmente le risque d'hémorragie et donc du coup le balance bénéfice-risque n'est plus en faveur d'une double intégration plaquettaire. Alors je voulais vous parler aussi des lacunes. Donc alors c'est les vraies lacunes qu'on a vues chez l'autre patient, j'avais dit on fait quand même une double intégration plaquettaire, mais on est un peu moins stressé par rapport au bilan à faire et donc on peut se laisser quelques jours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lacune? C'est un infarctus sous-cortical qui a un diamètre de moins de 20 mm et qui a un rapport avec une occlusion d'une artère perforante. Alors, ça correspond quand même à un quart presque des infarctus cérébraux et ça arrive le plus fréquemment chez des patients qui sont hypertendus, diabétiques ou qui fument. Le mécanisme principal, ce n'est pas le mécanisme embolique ou les sténoses, mais c'est l'hypohyalinose avec un dysfonctionnement endothélial de toutes petites artères qui vont à l'intérieur du cerveau. Alors, pourquoi elles sont à risque de récidive? Donc là, on revient sur le principe de syndrome de menace ou de claudication parce qu'on sait, et depuis longtemps, qu'une lacune, elle peut se manifester par des AIT quelques jours avant l'installation complète du déficit neurologique. Et donc, du coup, le déficit neurologique persistant. Donc, on sait que les anticoagulants à la phase aiguë sur des lacunes qui claudiquent ne marchent pas. Par contre, dans les études, là, les mêmes que je vous ai montrées tout à l'heure, le fait de mettre 2 antiagrégants plaquettaires, ça montrait qu'il y avait quand même moins d'installation du déficit persistant sur des infarctus lacunaires comme ça. Par contre, après une double antiagrégation plaquettaire, on peut ne pas la garder pendant 21 jours. On peut passer à une simple antiagrégation au bout de 5 jours, pas 21. Alors, c'est souvent la signature d'une maladie des petites artères cérébrales qui est liée à l'âge, avec une augmentation de l'incidence avec l'âge et qui est liée à l'hypertension artérielle. Encore une fois, la symptomatologie à la phase aiguë, elle peut être très fine. Les patients, souvent, ils ne consultent pas, mais c'est une des causes principales de troubles cognitifs à la suite. Et là, par exemple, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un monsieur de 53 ans qui est en pleine activité, qui est un peu en surpoids, qui est tabagique, qui avait présenté un engourdissement de la main gauche sur son lieu de travail. Donc, il en parle le soir à sa femme qui l'amène aux urgences. Et voilà son IRM cérébral. Donc, vous voyez la petite lacune qui est toute petite là, sachant que ces petites lacunes, donc, on les voit facilement en diffusion. 15 jours plus tard, on ne les verra plus. Donc, on va parler des anomalies de la substance blanche. Éventuellement, si ça laisse un trou en flair, on peut les voir, mais souvent on passe à côté. Et puis voilà, son flair à côté, on voit bien qu'il a des anomalies de la substance blanche un peu floues, qui ne sont pas du tout des anomalies spécifiques, mais qui sont en rapport avec une atteinte des petites artères cérébrales. Alors, donc du coup, lui, il a eu une double agrégation plaquettaire et on ne l'a pas gardé hospitalisé, il est rentré chez lui, mais il a eu le bilan dans la semaine, donc il avait bien une hypertension artérielle qui n'était pas connue. Il avait un cholestérol LDL un petit peu élevé et puis tout le reste était normal. Alors, je n'ai pas les résultats de son dépistage d'apnée du sommeil qu'on avait fait par la suite. Juste pour vous parler rapidement des critères IRM de la maladie des petites artères cérébrales. Donc, c'est des petits infarctus sous-corticaux qu'on vous voyez ici récents. Les séquelles de l'accus, que je vous disais, des petits trous en T1 et en T2 qui sont téléventriculaires, des anomalies de la substance blanche cérébrale, des espaces de Virchow-Froben dilatés et puis la présence des microsaignements. Donc là, c'est sous-corticaux qui sont très en faveur d'une angiopathie amyloïde. Sinon, dans l'hypertension, ils sont souvent
profond au niveau des noyaux gris centraux. Pourquoi c'est important d'en parler de ces infarctus et de ces lacunes et de suivre de près les patients? Il y a une étude qui est sortie très récemment, en 2022, qu'ils ont regardé sur une population un peu générale la présence des anomalies de la substance blanche et des lacunes. Et vous voyez, c'est à partir de 40-45 ans, on peut déjà voir des anomalies de la substance blanche, on peut déjà voir des dilatations des espaces de Virchow-Froben, et cela augmente avec l'âge, de même que l'atrophie cérébrale, de même que les taux des infarctus cérébraux lacunaires. Et ce qui est le plus important, donc c'est les troubles cognitifs qui vont avec. Alors, c'est un patient sur deux qui va avoir des troubles cognitifs, mais il faut savoir les rechercher parce que les tests habituels qu'on fait, le MMS et la MoCA, ils sont souvent normaux. Donc, ça touche surtout la sphère 10 exécutive. Donc, il faut faire des tests un petit peu spéciaux pour rechercher les troubles sous-corticaux. Et on voit bien que ça augmente avec l'âge et que c'est proportionnel à l'évolution des lacunes et des anomalies de la substance blanche. Alors, après, les troubles cognitifs, ils sont aussi en fonction de la localisation des infarctus cérébraux. Donc, on sait que les infarctus qui sont localisés dans les régions frontales et puis surtout à gauche, ils sont plus à risque de donner des troubles cognitifs que ceux qui sont temporaux droits, par exemple. Alors, je voulais vous dire un mot sur les troubles émotionnels qui sont souvent liés à des infarctus comme ça tout petits chez des personnes qui sont relativement jeunes, puisque les lacunes comme ça sous-corticales, on les voit chez des patients de 40, 50, 60 ans. Donc, le plus souvent, ces troubles émotionnels se manifestent par une apathie ou une angoisse, une peur de récidive. Quand on leur dit qu'ils sont à risque de refaire, donc ça affecte beaucoup l'adhésion au traitement, la qualité de vie. Ils adoptent souvent des comportements d'évitement avec l'arrêt de l'activité professionnelle, l'arrêt de l'activité sportive. Donc, ils ont un déconditionnement physique. Il faut vraiment faire très attention à ces troubles émotionnels, éventuellement les adresser à des psychologues, puis surtout les encourager à avoir une activité le plus normale possible. Alors, quelques mots de la prévention. Donc, il y a des recommandations assez récentes de la Société européenne de cardiologie qui dit maintenant que la présence d'au moins un facteur de risque majeur, soit l'hérédité, soit l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'hypertension, le diabète, nécessite la recherche, une évaluation globale du risque cardiovasculaire avec un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, un objectif tensionnel inférieur à 130-90, même en dehors de tout infarctus cérébral. Donc, on ne parle pas de la prévention secondaire, c'est bien en prévention primaire. Un cholestérol LDL inférieur à 1 gramme par litre. Et puis, je voulais attirer votre attention sur l'importance de rechercher un syndrome d'apnée du sommeil parce qu'on sait que c'est un facteur de risque pour une hypertension artérielle mal contrôlée, c'est un facteur de risque pour les accidents vasculaires cérébraux et c'est très fréquent. Pareil, par rapport à l'hygiène de vie, il faut absolument parler aux patients du risque de sédentarité, de les encourager à avoir une activité physique régulière quotidienne, d'intensité différente, parler un petit peu de régime et bien sûr limiter la consommation de l'alcool et encourager le sevrage tabagique, pardon. Et je crois que j'ai fini pour ce que j'avais à dire rapidement. Je ne sais pas si j'ai gardé le temps, mais en tout cas, je n'étais pas. Oui, alors moi, j'ai une petite question. Oui. Sur le bilan cardiovasculaire, en fait, vous avez dit qu'il fallait faire un angioscanner. Oui, le Doppler des TSA. Enfin, n'importe quel examen pour regarder les vaisseaux cervicaux. D'accord, il n'y a pas besoin forcément d'un angioscanner, je crois. Non. Non, mais des fois, ça dépend parce que, enfin, des fois, c'est plus facile d'avoir un angioscanner point de vue organisationnel, on va dire, qu'un écho-Doppler. Après, c'est vrai que c'est un patient qui a une insuffisance rénale pour lequel on ne peut pas l'injecter, donc on fait un écho-Doppler. Ça dépend. N'importe quel examen pour regarder les artères du cou pour éliminer une sténose. La séquence TOF ne suffit pas? Non, la séquence TOF, on voit que les artères intracrâniennes, en fait. C'est une séquence en temps de vol sur les vaisseaux intracrâniens, donc on ne peut pas voir la carotide au niveau du cou. Donc, on peut avoir des artères intracrâniennes normales avec une sténose carotidienne en bas. Okay. Tu conseilles quel délai pour faire les explorations? Le plus vite possible. Ouais, le plus vite possible, mais ça... Non, parce que mais après, si on dit le plus vite possible, ça
les gens risquent d'être adressés aux urgences ou Non, pas. mais après, Voilà, on quel est revient le délai de nouveau habituel? sur la stratification du risque. Si un patient qui a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire, il vaut mieux l'envoyer aux urgences en mettant alerte AVC, pour que les urgentistes, je pense qu'en tout cas ceux avec qui on travaille, sont assez sensibilisés à la chose, donc ils vont avoir les examens très rapidement. Maintenant, si c'est un jeune patient qui a fait une lacune, par exemple, il vaut mieux l'adresser dans les 15 jours, encore une fois. Enfin, bon, il y a le traitement, la double intégration plaquettaire à la phase aiguë, mais puis surtout le fait de pouvoir l'avoir, cette lacune, puisque arrivé 15 jours plus tard, on ne la verra plus, donc on va partir sur complètement autre chose. Donc tu dirais avoir le Doppler, par exemple, dans la semaine ou les 15 jours pour certains patients, ça reste raisonnable. Oui, c'est pas obligé que ce soit dans les 48 heures. Les lacunes, on peut se permettre. Si par exemple on fait une IRM cérébrale rapidement, on voit que c'est une lacune sous-corticale qui oriente plus vers une maladie des petites artères, on peut se permettre de faire une imagerie des artères cervicales à une semaine, 15 jours, voilà, faire un bilan cardiovasculaire un peu complet avec les cardiologues. Et tu démarres l'anti-agrégant plaquettaire en consultation, du coup? Après l'imagerie cérébrale. Après l'imagerie. Il faut faire l'imagerie cérébrale puisque tu peux avoir, par exemple, une angiopathie amyloïde qui se manifeste par des crises partielles qui sont les mimiques des AIP. Pardon, c'était pas... Et l'angiopathie amyloïde, du coup, c'est une contre-indication aux agrégants plaquettaires. Donc, du coup, tu as quelqu'un, un patient est venu les consulter avec des symptômes. Il demande l'imagerie cérébrale. Ils ont la confirmation d'une lacune. Ouais. Bah, ils démarrent l'anti-agrégant et il y a une semaine, 15 jours pour faire le Doppler. Tout à fait. Okay. J'avais encore une autre petite question. Oui, pardon. Concernant les patients donc, qui ont un syndrome lacunaire et qui ont un cholestérol normal, est-ce que c'est démontré que l'intérêt de mettre une statine et de faire baisser le cholestérol sous 1 gramme, est-ce que c'est démontré que ça a un intérêt? L'efficacité, oui, le bénéfice comment dire, d'une diminution agressive, j'allais dire, du cholestérol a été montré autant sur le plan cardiologique que sur le plan neurologique. Maintenant, sur les dernières recommandations, en tout cas en cardiologie, il recommande un objectif de 0,5 g par litre pour les patients qui ont déjà des antécédents vasculaires. Donc, je pense que pour les neurologues, pour l'instant, ça n'a pas été, c'est pas défini, mais je pense qu'on va s'aligner assez rapidement au cardiologue. D'accord. En tout cas, sur le plan neurologique, pour des patients, c'est 1 g par litre en prévention secondaire, en prévention primaire, quand ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire, quand ils ont des anomalies de la substance blanche. Une fois qu'ils ont fait déjà un infarctus, c'est 0,7 l'objectif. Tu n'as pas échappé 0,7 g par litre. Tu n'as pas échappé à la question sur les statines, l'habituelle question sur les statines. Il sort après, c'est vrai, quand il vient pour une lacune, ils sortent tous sous anti-agrégant plaquettaire, plus traitement antihypertensif, plus traitement hypolipémien, donc ils se retrouvent de 0 à 3 ou 4 médicaments. Raison de plus d'avoir des troubles émotionnels, raison de plus. Ce qui explique aussi en partie leur trouble émotionnel derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur des patients que vous auriez vus ces derniers jours ou semaines en consultation avec des séquelles d'AVC à l'imagerie ou des choses comme ça? Moi, j'ai vu un patient comme ça qui est multilacunaire avec des troubles essentiellement cognitifs. Et j'avoue que je suis un petit peu embêté pour la prise en charge secondaire parce qu'il a été hospitalisé. Bon, il y a eu une prise en charge un petit peu en aigu, enfin en sub-aigu. Et puis ils l'ont renvoyé chez lui et je suis un petit peu embêté. Il est en arrêt de travail. Je ne sais pas trop quoi faire de lui maintenant parce qu'il est en termes de rééducation, en termes de prise en charge sur le plan de ses symptômes cognitifs. Après, il y a des hôpitaux de jour de rééducation. Je pense qu'il faut ce genre de patients peut-être les faire voir par un neurologue puis les adresser à des hôpitaux de jour de rééducation. Il y a des cliniques, il y a la clinique de Champigny, il y a la clinique de Montévrain, il y a le parc là, à Ponto Combo. Je sais qu'ils font de la rééducation neurologique et sur des hôpitaux de jour, ça peut correspondre à ce type de patients. Avec une prise en charge neuropsy, éventuellement orthophonique. Le souci, c'est qu'en fait, il n'était pas suffisamment grave pour être
hospitalisé et qui a c'est des hôpitaux de jour, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Ok, merci. Après, vous pouvez faire la demande sur Trajectoire. Je sais que j'ai des collègues, ils regardent régulièrement et c'est un peu le profil des patients qui reprennent soit les patients qui sortent d'hospitalisation conventionnelle de rééducation et qui n'ont plus besoin d'être hospitalisés, donc du coup ils reviennent en hôpital de jour, soit des patients qui d'emblée n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Maintenant les délais, bon, ils sont ce qu'ils sont, mais bon, c'est pas une urgence absolue à 2 jours près. Je pense que ça vaut le coup de leur faire de faire les demandes. Jean-Marc. Oui, bonjour. La question que je me suis toujours posée, c'est que dans un accident vasculaire, ou récent ou semi-récent, au départ, on a affaire au neurologue, au cardiologue, mais par la suite, est-ce qu'il est nécessaire de faire un suivi neurologique ou simplement cardiologique? Alors, ça dépend des infarctus. Les infarctus territoriaux sur une grosse sténose de la carotide, sur une FA par exemple, ils sont suivis souvent par les cardiologues, ou pas du tout, hein, si l'artère carotide a été opérée et que les échos Doppler après, ça montre qu'il n'y a rien. Par contre, les lacunes et les maladies des petites artères, il vaut mieux qu'ils soient suivis par les neurologues, justement à cause du risque des troubles cognitifs derrière. Ok, merci. D'accord. Ok. Jessica Boily. Bonjour. Bonjour. Vous, en tant que neurologue, c'est toujours facile de diagnostiquer d'AIT? On n'entend pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro, Jessica? Vous m'entendez? Faiblement, mais on t'entend. D'accord. J'aurais aimé savoir si pour vous, en tant que neurologue, c'est facile d'établir cliniquement le diagnostic d'AIT. Ah non. Si vous rencontrez aussi des difficultés. C'est génial, à chaque fois on a une idée de sujet pour la prochaine fois. Pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'avancer le programme. Donc la chondrocalcinose en 2023 et l'AIT en 2023. Non, c'est pas toujours. Non, c'est pas toujours facile de faire la différence entre un AIT, une crise partielle, encore une aura migraineuse typique. Bon, c'est plus simple et c'est d'autant plus difficile de faire le vrai diagnostic au bout de 3 mois, parce que ce que je voulais vous dire aussi, si jamais vous voyez une personne qui fait soit un AIT, soit un AVC que vous découvrez aux urgences, il vaut mieux nous envoyer ou m'appeler ou moi ou mes collègues, ou nous envoyer une demande par mail pour qu'on puisse les voir rapidement, parce que les délais à neurologie sont hyper longs maintenant et c'est vrai que quand on voit un patient 3 à 6 mois plus tard pour un AIT, c'est hyper compliqué de savoir ce qui s'est vraiment passé parce qu'entre-temps, il a déjà oublié ce qui s'est passé, l'entourage, il ne sait plus, enfin bon, bref, c'est compliqué. À la phase aiguë, c'est un petit peu plus simple, mais il y a quand même des mimiques et souvent, ça nous arrive de nous dire, on met un peu de cardégique dans le doute et puis on verra plus tard. Merci. Mais on parlera des AIT l'année prochaine, franchement, c'est une bonne idée. On peut faire un petit truc sur les mimiques AIT. Ben ouais, je pense que ou AVC. Et il est 14 h, donc c'est parfait, le timing est respecté. Merci beaucoup, Rodica.